Pour un samouraï, l'honneur est plus important que tout, surtout dans le Japon féodal. Konosuke aspire à vivre selon les valeurs de sa caste, mais un secret honteux l'en empêche, le métal se tord à proximité de sa peau. Impossible pour lui d'utiliser la moindre lame, hormis celle de son sabre en bois. Avec un tel handicap, Konosuke ne peut prétendre à un travail digne de son rang. Pire, il est vu comme un lâche qui a peur de se battre dans les règles. Seul et désargenté, il n'a plus qu'un désir, mourir honorablement par le sabre. Il provoque des pairs au combat, mais son pouvoir écarte leurs armes. Roué de coups et jeté dans une rivière, il glisse lentement vers la mort quand il sent une étrange présence féminine. Il se réveille chez lui, hagard et déboussolé. C'est alors qu'un vieil homme difforme frappe à sa porte et lui annonce qu'il est demandé en mariage par une jeune femme à la beauté ensorcelante. Qui est-elle et pourquoi l'a-t-elle choisi lui, le samouraï raté? Au moment où l'on enregistre cette émission, on a 7 tomes de dispo de la danse du soleil et de la lune, donc en France, et 9 qui sont sortis au Japon. Le premier tome est sorti en 2020, côté éditeur c'est Alors je me lance dans un truc. Shogakukan, c'est bon, c'est passé, qui gère la version originale, et chez nous c'est Kiun qui s'occupe de la publication. Donc c'est un manga seinen, donc comprenez qu'il vise un public adulte. Alors au dessin comme au scénario, on retrouve Daruma Matsura, une écrivaine et dessinatrice japonaise qui réside près de Tokyo. Elle interrompt des études de beaux-arts pour se lancer dans le métier de dessinatrice et remporte en fait en 2009 et en 2012 deux prix de l'éditeur Kodansha qui salue ses premiers travaux. Elle se lance dans l'écriture en 2014 avec la publication d'un premier roman, Izana. Elle est surtout connue pour son manga Kazane, la voleuse de visage, auquel, à titre perso, j'ai moyennement accroché. Le pitch est très très bien, mais il y avait quelques longueurs pour moi. Alors, premier contact avec le manga, les couvertures, magnifiques. Pour moi, c'est vraiment la signature de l'autrice, c'est-à-dire que le style est un petit peu similaire comme pour Kazane. Alors, pour vous expliquer un petit peu, parce que c'est un peu pas très radiophonique, eh bien, ça reprend le trait des personnages, mais avec une version aquarelle beaucoup plus travaillée et qui joue beaucoup sur la lumière. Elle avait fait donc pareil pour Kazane, il faut avouer que ça sort du lot, hein. C'est des jaquettes qui sont très belles. Alors, le trait des personnages, quant à lui, il est assez reconnaissable avec des yeux démesurés, souvent plus expressifs qu'un acteur dans une publicité pour des nouilles instantanées. Ces regards à la limite du déconcertant trouvent leur place grâce à des thèmes profonds et des émotions en tempête. C'est intense, c'est passionnel et franchement, si les yeux sont les fenêtres de l'âme, Matsura a fait installer des baies vitrées. Ce manga, c'est donc un manga qui est très dynamique. Donc, dans chaque page, même dans des simples discussions, on sent une certaine énergie. C'est visuellement très accrocheur. Alors, il n'y a pas trop de place pour la monotonie. Ça s'enchaîne très très vite. Il y a beaucoup d'éléments qui se passent par tome. C'est assez agréable. Quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est la relation d'histoire d'amour du coup des personnages principaux, donc Konosuke et Tsuki. Donc c'est pas trop du harlequin trempé dans la soupe. Donc là, c'est plutôt deux âmes plutôt fracassées. Et la vraie question, c'est qui sauve qui? C'est une danse lente entre le désespoir et l'amour renaissant. Lui, paumé et désabusé, trouve enfin un sens à sa vie. Elle, l'amoureuse sortie de nulle part, semble déterminée à le réparer morceau par morceau. Donc leur relation, elle pousse lentement avec une fragilité, moi qui m'a touché. Tsuki est une énigme et chaque action qu'elle entreprend éclaire un peu plus l'abîme dans lequel ils tombent ensemble. Et quand l'amour devient moteur, Konosuke est prêt à retourner ciel et terre pour elle. Une raison de vivre, une raison de se battre, voilà une épopée à la hauteur de leurs âmes. J'y crois à cette histoire et je trouve qu'il y a beaucoup de subtilité dans cette relation et c'est pour ça que pour moi ça marche. Alors c'est aussi un manga avec du surnaturel, qui est donc un élément central de l'intrigue, mais qui se fait par petites touches et apparaît diablement cohérent dans ce monde. Pas de dragon flashy ou d'incantation gueulée comme dans un karaoké à 4h du mat. Ce qui est intelligent de la part de l'autrice, c'est d'avoir vraiment travaillé tout son univers sur des bases réelles. Du coup, elle ne fait que rendre concret une mythologie qui était déjà là et qu'elle a soigneusement mis en scène. Et il y a aussi régulièrement des présences de notes qui viennent couper les chapitres, parfois des petites choses kawaii un petit peu mignonnes, où parfois l'autrice revient justement sur ses recherches et vient contextualiser certains éléments historiques et mythologiques qu'elle a intégrés. Ça permet de vraiment donner du corps à cette histoire dont elle fait exprès de plus en plus de gommer les limites entre l'historique et l'imaginaire. C'est malin, c'est subtil et c'est super immersif. Elle crée donc rien de nouveau, elle sublime ce qui existe déjà. Et je trouve que c'est plutôt intéressant parce que du coup, on va rencontrer beaucoup de personnages qui ont des pouvoirs magiques, mais qui sont souvent très originaux,
Qu'ils soient antagonistes ou protagonistes, c'est pas toujours évident de se dire que leur pouvoir va leur servir à beaucoup de choses. Pourtant, il peut vite être utilisé comme une sorte de boîte à outils, ce qui est assez bienvenu et du coup, c'est assez inattendu. Les confrontations sont intéressantes parce que les personnages sont face à des pouvoirs dont on ne sait pas vraiment comment ils pourraient s'en sortir. Comme les pouvoirs sont très différents, bah, les affrontements aussi sont différents et l'histoire est traitée de façon différente. Alors, le rythme de l'histoire, je vais y revenir, a son importance. Donc on est très loin des shonen classiques, donc avec une progression relativement normée. On va voir des personnages qui vont grandir en puissance et en adversaire. Ici, les pouvoirs sont plus révélateurs de l'intrigue. Et alors, le plus impressionnant de cette galerie de personnages secondaires, c'est qu'ils sont jamais des figurants. Chaque figure a son histoire propre et des motivations complexes. Antagonistes ou alliés, tous pourraient être les héros de leur propre récit. Et la frontière entre le bien et le mal est souvent floue, volontairement. Parfois, les personnages censés être bons posent des actes d'une noirceur glaçante et les méchants font preuve d'une humanité désobligeante pour nos certitudes morales. Dans certains mangas, il y a des petits temps morts, des chapitres, on meuble avant le boss de fin. Ici, non. Chaque tome développe beaucoup l'histoire, s'arrêtant régulièrement pour présenter un personnage que l'on rencontre, un personnage secondaire par exemple, ou un antagoniste, et rabattre les cartes des enjeux. Si vous voulez, c'est que parfois on est face à un ennemi, on va lui ensuite raconter son histoire et qu'on va revenir sur le combat, on se dire ah, c'est plus compliqué en fait de le voir complètement tout noir ou tout blanc. Donc action, dialogue assez ciselé, retournement de situation à faire tourner la tête, rien que la dynamique des pages pourrait réveiller un koala sous Xanax. Donc pendant les 3 premiers tomes, on va beaucoup s'intéresser au couple, le couple principal, et c'est au 4e tome où on s'intéresse davantage à ce qui a pour l'instant apparaît être l'antagoniste principal et qui va faire basculer le récit dans des enjeux encore plus importants. À la fin du tome 3, il y a un élément d'intrigue dont je devais vous parler, que moi j'ai pas vu venir, qui vient élargir encore le récit et qui trouve écho dans les tomes suivants où on comprend petit à petit que l'histoire va nous amener certains éléments plus larges que je ne veux pas forcément révéler ici. J'en dis pas plus, l'idée c'est que vous ayez envie de lire bande de bulleux. Le tome 6, alors c'est celui qui m'a le plus marqué et que j'ai chaudement conseillé à mes chers collègues parce qu'on raconte du coup l'histoire d'un personnage secondaire qui se base sur un fait historique du Japon et que j'ai trouvé absolument bouleversant et terrible de justesse. Là aussi, j'ai pas trop envie d'en révéler, mais ce qui m'a marqué au fur et à mesure des 7 tomes qui sont sortis pour l'instant, c'est à quel point cet univers est un énorme bac à sable où l'autrice raconte des histoires très différentes qui sont tout aussi intéressantes sans jamais être répétitives et qui nous amènent face à des situations, à des récits qu'on ne soupçonnait pas. Souvent, le manga prend une direction personnellement, moi, je n'attendais pas. On y aborde des thématiques extrêmement lourdes comme le suicide, la famine, le poids social des traditions, la xénophobie, mais c'est toujours fait avec extrêmement d'intelligence et de délicatesse et c'est jamais moralisateur. Les personnages évoluent dans un monde complexe avec beaucoup de nuances, où le bien et le mal sont des notions somme toute très subjectives. La danse du soleil et de la lune, c'est donc pour moi un joyau du fantastique féodal japonais en manga. C'est poétique, c'est mystérieux, une vraie épopée où chaque page est un pas vers l'inconnu, chaque personnage est un miroir de nos propres failles. C'est beau, c'est puissant, c'est original. La suite logique, jetez-vous dessus. Voilà. Et alors vous, messieurs, quel a été votre pas de deux avec la danse du soleil et de la lune? Moi, ça m'a beaucoup plu, mais j'ai été très déstabilisé aussi un peu par cette lecture. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, je crois que c'est parce que ça répondait pas du tout à ce que j'attendais ou à peut-être mes lectures classiques. C'est-à-dire que la bonne définition que je pourrais donner, c'est que c'est à la fois très beau et terrible en même temps très souvent. C'est-à-dire que notamment, je trouve que le point le plus fort vraiment de ces différents volumes-là, c'est les opposants, les antagonistes en fait qu'on rencontre, et notamment ce que tu as évoqué, en fait, le fait que à chaque antagoniste, on va connaître un petit peu la raison pour laquelle la personne est devenue celle qu'elle est, et que ça renverse en fait les enjeux, ou en tout cas ça les complexifie, et ça rend en fait le combat ou la finitude du combat en fait plus difficile à accepter, ou en tout cas elle est beaucoup plus profonde qu'on peut le penser en fait à la Parce base. que en fait, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'en fait, il y a certains combats. Maintenant qu'on a tous les enjeux d'un côté et de l'autre, c'est très compliqué en fait Voilà, on n'est plus tout à fait pour l'un ou pour l'autre en C'est fait, ça. on a juste envie qu'ils s'arrêtent et qu'ils se fassent un grand câlin. Voilà. Avant tout, c'est surtout ça, mais ils se font pas de câlin. Yeah. Oui, non. Ça croque des personnages très rapidement, très facilement, et ça met une ambiance très très particulière, et notamment une antagoniste qui maîtrise les insectes et qui, pareil, franchement, poétiquement, je trouve que c'est hyper fort ce qu'elle arrive à faire avec ce personnage-là, même si en même temps, visuellement, il y a quelque chose qui dérange, il y a une étrangeté, il y a une saleté, il y a vraiment quelque chose toujours un petit peu sur le fil comme ça,
qui est vraiment rien. Rien n'est blanc, rien n'est noir dedans. Même le héros principal, qui lui souffre un petit peu quand même d'une forme de dépression parce qu'il voilà, il est complètement rejeté socialement. À la fois, c'est un héros et en même temps, c'est quand même un héros très sombre. C'est pas la dépression un petit peu rigolote qu'on pourrait trouver parfois dans certaines BD ou certains mangas où on s'amuse en fait parce que je sais pas, il a un problème d'alcool donc il est rigolo, regardez, il fait des bêtises quand il boit ou quoi que ce soit. Il est toujours en train de dormir. Voilà, non, on n'est vraiment pas là du tout. Là, il est sale, il est cracra, ça va pas. C'est vraiment la vraie déprime. On n'a pas envie d'être à sa place, on n'a pas envie d'être avec lui. On n'est pas sûr qu'on a envie qu'il réussisse. Donc, c'est vraiment très, très, très spécial. C'est un personnage qu'on a du mal à aimer, en tout cas un petit peu au départ, mais qui en même temps est vachement intéressant. Il y a beaucoup de mystères et ce qu'il faut bien insister pour les gens qui lisent, parce que moi, ça a été ma surprise aussi, c'est qu'il y a quand même une charge fantastique, ésotérique très forte. Ouais. C'est-à-dire que voilà, faut accepter là-dedans, en fait, si tu veux, c'est que c'est un petit peu Lynch au Japon parfois. Hein. C'est que ça peut être beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments qui vont nous être présentés fantastiques, qui n'ont pas trouvé leur explication tout de suite, qui généralement on finit par comprendre comment les choses se passent et tout, mais on est un petit peu in media res parfois sur les sorts, sur les choses comme ça, donc il faut s'accrocher parfois en fait pour continuer à suivre parce que c'est assez dense aussi de manière générale. C'est un récit qui commence très simplement mais qui s'étend un petit peu assez vite. Il y a beaucoup de personnages au bout d'un moment qui ont chacun leur propre histoire, leur propre démon, donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et quand les scènes d'action arrivent, tout se passe très très vite, donc il faut rester un petit peu focus quoi. Mais par contre, ça c'est génial. Moi, ce qui m'a beaucoup plu surtout, c'est que quelque part en lisant le premier tome, on croit que c'est un certain type d'histoire. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai lu le premier tome, je me suis dit, ah oui, ok, d'accord. En fait, c'est une espèce de fable sur en fait, la position du samouraï. C'est-à-dire que lui, en fait, est rejeté. Et sa condition en fait, de samouraï qui rêve, en fait, c'est une critique de ça, parce qu'en fait, il est rejeté par ça. Et en fait, fondamentalement, dans les 6 tomes qui suivent, c'est pas une thématique qu'on réexplore du tout. On est vraiment dans complètement autre chose. Et donc, c'est ça qui me plaît en même temps, c'est qu'on sait jamais. Et il y a surtout un mélange des genres aussi qui est très fort. Il y a quand même, malgré tout cet aspect extrêmement sombre, dérangeant parfois, très dur, tu parles de tome 6, c'est vraiment quelque chose à lire. Il y a quand même un petit peu d'humour, il y a quand même un petit peu de légèreté aussi. Il y a les anecdotes de l'autrice, effectivement, entre les chapitres. Donc voilà, il y a ce mélange des genres qui est très, très particulier. En tout cas, moi, personnellement, voilà, ça me laisse un goût en bouche que j'ai pas l'impression d'avoir eu souvent, quoi. Moi, c'est quelque chose qui m'a. C'est pour ça que j'ai aussi voulu en parler aujourd'hui. C'est que c'est vraiment pas un récit que j'ai pas trouvé dans d'autres mangas. Ce ton-là, cet axe-là. Puis le fait que justement, tu disais parfois on est un peu déstabilisé, c'est que ça nous place parfois un petit peu donc, au niveau de Konosuke, donc le personnage principal, où d'un seul coup, en face de lui, il découvre quelqu'un qui a un pouvoir et on comprend pas. On dit mais comment c'est possible, je comprends pas ce qui arrive. Après, on va te l'expliquer. Mais c'est vrai qu'il faut accepter de dire. Je vais pas comprendre tout de suite, juste je suis confronté à un truc que je ne comprends pas et on verra après. Mais ça trouve son explication. Mais je trouve dès le début du récit, tu as ce truc-là. Moi, ça m'a perturbé d'ouvrir ça en m'attendant à je ne suis pas un samouraï, je veux devenir le meilleur samouraï, même si je peux pas toucher un sabre. Je m'attendais à ça, tu sais. Là, c'est vraiment, je suis une grosse merde. C'est vraiment pas ça, les gars. Je suis une grosse merde, je vais en finir. Ouais, à la fin du premier tome, je me suis dit, putain, en fait, j'ai rien compris, c'était pas du tout ça le projet. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a décontenancé. Le récit était pas du tout comme je l'imaginais. Et dès le deuxième tome, ça rebascule dans autre chose. Et donc c'est vraiment, c'est à la fois hyper intéressant. Après, si tu continues, tu verras ça rechange encore. Mais du coup, il faut quand même prévenir les gens qui vont s'attaquer à ça. C'est perturbant et donc du coup, c'est une œuvre qui vaut le coup de s'acharner dessus. Vraiment très chouette proposition. C'est aussi un manga qui est pas trop mis en avant dans les magasins et librairies, donc je ne saurais que trop. Mais je comprends aussi pourquoi, parce que je pense que c'est un public qui n'est pas forcément facile à. Je n'arriverai pas à te donner un profil de, tu vois, de lecteur a priori, tu vois, que ça pourrait plaire. C'est que c'est tellement le spectre en fait de ce que ça explore est tellement large là que j'aurais du mal à dire parce que je pense que ça pourrait intéresser des gens qui ont un rapport un petit peu historique au Japon et qui intéressent de plonger dans cette culture, ça va les intéresser. Des gens qui aiment bien juste des mangas un petit peu plus classiques, je pense que quelque part ça va leur plaire parce que ça commence d'une manière un petit peu classique pour basculer sur autre chose après, mais bon, ça va peut-être leur plaire justement de changer ça. Les gens qui aiment bien l'aspect fantastique, ça pourrait à mon avis leur plaire aussi. Ça explore beaucoup de choses, mais le cocktail est détonnant, quoi. C'est juste ça où il faut un peu prévenir ça. En tout cas, c'est une pierre en plus à ajouter pour prouver que le manga est beaucoup plus riche que juste Dragon Ball Z, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas grand-chose. Qui est très, très, très bien, comme One Piece et Dragon Ball Z sont très bien. Non, oui, je ne le critique pas. Mais on ne les pourrait pas, en effet, résumer le manga. Et c'est très en tout cas, moi, quand j'étais jeune, je sais que c'était comme ça qu'était résumé le manga par beaucoup de gens qui ne le lisaient pas. Et je trouvais ça toujours un peu dommage, quoi. C'est comme les comics dont on dit c'est que du super-héros. Et ben justement, transition pour... voilà. Écoutez, c'est un métier. Donc, on va parler du coup de comics où, étonnamment, il n'y a pas donc de cap, de super pouvoir, de super héros.
Et donc je donne la parole à Adrien.